Bonjour, bon après-midi ou bonsoir selon l'endroit où vous nous rejoignez. Bienvenue et merci de participer à cette session de Groundwork, notre d'orientation pour l'action. Bonjour encore une fois, bon après-midi ou bonsoir. On va laisser un petit moment pour que tout le monde nous rejoigne. Bienvenue tout le monde à cette session de Groundwork, notre d'orientation pour l'action. Nous allons avoir Paul Alvarado qui va nous aider dans la modération et moi aussi. Le temps que tout le monde nous rejoigne, on vous invite à vous présenter dans le chat. Comme vous le savez peut-être, cette réunion elle fait partie de euh, Groundwork, notre orientation pour l'action, une initiative collective de Seeds for Change, TINTA et l'International Climate Politics Hub. Avec le soutien de Cloa, depuis 2023, ces briefings ont touché plus de 1000 personnes travaillant dans le domaine de la gouvernance du climat, de la biodiversité et de l'énergie. Donc, bienvenue tout le monde. On voit le nombre de personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. On va laisser quelques minutes de plus pour que tout le monde soit prêt. Profitez de ce moment pour vous présenter dans le chat. Vous pouvez nous raconter d'où vous venez et quelle organisation vous représentez. Quelques éléments pratiques avant de commencer. Nous proposons une interprétation indirecte en anglais, espagnol, portugais, français et indonésien. Pour écouter dans votre langue, cliquez sur l'icône d'interprétation en bas de votre écran, le globe, et choisissez votre canal. La plupart des présentations seront en anglais, mais bien sûr, vous pouvez choisir votre langue de choix. Pour ce faire, vous allez cliquer sur l'icône d'un globe et vous choisissez votre canal. Si vous êtes sur un téléphone, vous la trouverez dans le menu Plus. Une fois la langue sélectionnée, vous pouvez couper le son original afin d'entendre que l'interprétation. Comme ça, vous n'allez pas écouter deux voix en même temps. Donc, profitez de ce moment encore une fois pour vous présenter dans le chat. Vous pouvez mentionner d'où vous venez, quelle organisation vous représentez. C'est vraiment agréable de voir toute cette personne qui se présente. N'oubliez pas que votre question, vous pouvez le mettre dans la section de questions et réponses. Ne le faites pas dans la section du chat. Comme ça, on va s'assurer que on ne perd pas votre question. Vous pouvez mettre vos questions n'importe à quel moment. On va s'assurer de recueillir vos commentaires. Parfois, les personnes vont répondre à vos questions tout de suite ou peut-être après. Mais n'hésitez pas à mettre vos questions. C'est vraiment génial de voir que vous êtes si actifs dans le chat. Donc, pour nous situer un peu dans le contexte, donc quand on parle de transition juste, c'est important que cette transition de sortie des combustibles fossiles doit se faire de manière équitable et qu'elle traverse tous les aspects de la société, emploi et moyens de subsistance, santé, accès à l'énergie, terre et alimentation.
C'est important aussi que ça soit dans des espaces où figurent désormais certains engagements les plus forts en faveur des droits des peuples autochtones dans le processus climatique. Comme vous le savez peut-être, la plupart de transitions se situent ou dans des territoires riches en cobalt, cuivre, lithium, nickel. La transition juste est aussi liée à la sécurité énergétique, à l'autonomie. Pendant le discussion on a au lieu avant, oh, on a parlé de l'importance de l'énergie, de l'autonomie énergétique, de récits en découlent côte à côte les énergies renouvelables pour l'action climatique et les énergies renouvelables pour l'autonomie énergétique. Les deux sont intensifs en minerais et leur effet combiné est de renforcer l'extraction plutôt que de l'alléger. La géographie de cette extraction est spécifique. Une recherche publiée dans Nature Sustainability en 2022 a cartographié plus de 5000 projets de minerais de transition énergétique dans le monde et a constaté que 54%, soit plus de la moitié, se situent sur des terres des peuples autochtones ou à proximité. Donc la question est, qui décide la manière dont ces minéraux sont extraits du sol et à quelles conditions? Lors de la COP 30 à Belém, après des années de plaidoyer, le programme de travail sur la transition juste a produit certaines des formulations les plus fortes jamais adoptées par le processus climatique sur les droits des peuples autochtones. Comme vous voyez sur l'écran, un peu le contexte de ce qui est la transition juste. Quand on parle de la transition juste, on se réfère à toute ère de la société. Donc, pendant la COP 30, après des années de plaidoyer sur les droits, et finalement, il y a eu le paragraphe 12 qui reconnaît l'importance du consentement libre, préalable et éclairé, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qui affirme le droit à l'autodétermination et reconnaît les droits et protections des peuples autochtones en isolement volontaire et en situation de premier contact. La même décision a convenu d'établir un nouveau mécanisme, une transition juste, afin de soutenir la coopération internationale, l'assistance technique, le renforcement des capacités et le partage des connaissances. Donc, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Merci. Peut-être je suis allée trop vite. Donc, ici, vous voyez les chiffres. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Je suis allée trop vite, je m'excuse énormément. Donc, en tout cas, on voit ici, est-ce que Claire, on peut reculer une diapo, s'il te plaît, merci. Donc, comme je vous disais, on sait que pendant la COP 30, et on a accordé sur un langage fort qui établit la création, l'établissement d'un système, un mécanisme de transition juste. Mais comment on va opérationnaliser cela et comment cela va fonctionner et tout cela va être décidé pendant le
COP 31. Pendant cet accord, il y aura un écart qui devrait couvrir la transition juste de manière claire. Donc, ces deux sujets devraient être pris en compte. Donc, ce processus affirme les droits des peuples autochtones, mais ça ne parle pas de comment cette transition va se faire. Ça va être essentiel qu'on trouve des obligations contraignantes. Pour combler cette lacune, le travail doit être mené d'ici la COP 31 à la fin de 2026. Le mécanisme adopté l'an dernier à Belém doit encore être opérationnalisé. Comment il fonctionne, qui y participe, comment il traite les risques que les trajectoires de transition font peser sur le territoire. Ce sont des questions ouvertes qui doivent être discutées et cela nous présente une opportunité unique. Donc, chacun de nos intervenants vont nous parler de leur expérience sur le sujet. D'abord, nous aurons John Carling, mais j'aimerais demander et qu'on avance un peu avec les diapositives pour pouvoir continuer. Voilà, merci. Donc, chacun de nos intervenants vont parler de leur perspective. Nous avons Joan Carlick qui parlera ce qui a été obtenu à la COP 30, à la manière dont les minéraux des transitions et les droits de peuples autochtones sont traités dans d'autres espaces. Après, on aura Brian Bixcool qui est à Bonn présentement. Et il parlera de comment se sont passées les négociations de la CNUCC et abordera la question de savoir comment les nouveaux mécanismes peuvent faire avancer ces droits. Après, on aura Emmanuel Umpula Nkumba qui nous amènera dans la Copperbelt et en République démocratique du Congo. Et Johan va nous raconter sur l'expérience en Indonésie et après on va avoir une discussion ouverte avec eux pour savoir quel est le contexte général et après on aura une session des questions et réponses. Donc, Johan, on te donne la parole et on a quelques questions pour toi, Johan. Peut-être tu peux nous raconter sur ton expérience, sur la base de ta longue expérience. Qu'est-ce que a été atteint par les peuples autochtones pendant la COP 30 à travers le programme de transition juste? Et ce que change concrètement le paragraphe 12 une fois que l'on sort de salle de négociation? Merci de m'avoir invité. J'aimerais lire exactement le, ce qui a été écrit dans ce paragraphe 12 qui parle de l'importance des droits des peuples autochtones. Donc, je voulais souligner l'importance de tout ce travail incroyable qui a été fait par les peuples autochtones. Donc,
Si j'ai voulu ce paragraphe, ça parle de l'importance des droits des peuples autochtones et de l'obtention de leur consentement libre, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l'importance de veiller à ce que toute cette voie de transition juste respecte et promeuve les droits collectifs et individuels internationalement reconnus des peuples autochtones, y compris le droit à la autodétermination, et reconnaissent les droits et protections des peuples autochtones en isolement volontaire et en contact initial, conformément aux instruments et principes internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme. Ce paragraphe est un jalon parce que je dirais qu'il s'agit d'un paragraphe très ferme qui parle des droits des peuples autochtones. C'est le plus solide qu'on a eu à partir des négociations et ce paragraphe représente aussi une référence pour les peuples autochtones. Et comme résultat de la COP 30, on a la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Comme cela a été mentionné, on a parlé de cette 50% qui nous montre où se situent les territoires où on a des minéraux de transition. Cela veut dire qu'il y a des conflits continus. C'est à cause des ces planifications de transition. Ici, on peut voir les impacts environnementaux et sociaux. Il y a déjà des conflits en RDC, Myanmar et Colombie qui se lient à l'exploitation de cobalt, nickel, cuivre, terres rares. Et 62% sont situés dans des zones à haut risque hydrique, surtout dans le triangle du lithium où on a Chile, Bolivia et aussi en Mexique et en Australie. On a aussi l'exploitation de lithium qui a besoin d'une énorme quantité d'eau. Aussi, on a le sujet de la sécurité alimentaire. En fait, 71% se situent dans des régions en situation d'insécurité alimentaire, surtout en Afrique, en RDC, en Zambie, etc. Avec ces données, on peut se rendre compte de les implications, les impacts graves de cette transition si on prend pas en compte les peuples autochtones. On peut se rendre compte aussi de ces conséquences néfastes sur la population. Cela aussi signifie une menace envers la dégénération des peuples autochtones. C'est pour cela que ce qui a été accordé pendant le COP 30 est essentiel. C'est essentiel pour les droits des peuples autochtones, pour aussi la protection des titres fonciers, des droits dans cette transition. Il ne s'agit pas seulement d'une transition générale, il faut que cette transition soit vraiment juste.
Bien sûr, finalement, ce sont les États qui vont accepter ou non ces, ces textes. Et d'un autre côté, nous avons les grandes corporations, les investisseurs, les grandes organisations. Et bien sûr, eux, ils ont leur propre intérêt. Et ces grandes organisations, par exemple, la OCDE, ils ont leurs orientations de conduite. Et on a aussi des institutions financières comme la Banque mondiale. Ils ont déjà commencé à parler de l'importance d'avoir des accords qui prennent en compte cette transition. On a aussi des grandes entreprises minières qui devraient respecter ces orientations. Surtout, par exemple, sur le sujet du consentement libre, préalable et éclairé. Cependant, ces accords sont volontaires, ils ne sont pas obligatoires. Et c'est pour ça que j'aimerais te demander, dans la pratique, cela veut dire quoi exactement? Parce qu'on sait qu'il y a ces espaces internationaux où on travaille fort pour que, on ait des résultats. En pratique, ce que nous avons vu, c'est des violations systémiques. C'est toujours ce qui se passe et c'est ça qui nous préoccupe beaucoup parce que, comme je l'ai dit, cela est imposé sans notre consentement libre préalable éclairé. Donc, avec cet outil additionnel qui viendra de la COP 30, qui vient de la COP 30, nous pouvons demander des implémentations ou des mises en œuvre mandatoires. Par exemple, de consentement libre préalable éclairé, la responsabilité de conduite qui est dans la politique et aussi s'assurer une bonne conduite sur les études environnementales et sociales avec la participation des peuples autochtones. Tout cela fait partie de la politique, mais elle n'est pas encore mise en œuvre. Et c'est pour ça que nous voyons des violations systémiques comme l'usurpation des terres, l'usurpation des ressources. Tout cela a toujours lieu dans les différentes parties où les minéraux de transition ou la minération de minéraux a lieu. Euh, donc, ce dont nous avons besoin, c'est que les États régulent ces entreprises pour s'assurer qu'elles suivent leurs engagements et une partie de cela, c'est de réguler les autres acteurs. Euh, c'est le pouvoir des États de réguler les entreprises et les investisseurs pour respecter leurs obligations des droits de l'homme, pour respecter les droits des peuples autochtones et d'avoir des politiques claires pour mettre en œuvre le consentement libre, préalable, éclairé, et aussi pour créer des mécanismes de litige qui fonctionnent, car cela fait partie du problème et des défis auxquels nous faisons face maintenant. Quand les communautés sont ex- renvoyées de leurs terres, ils n'ont pas accès à la justice climatique. Et donc, quand leurs moyens de subsistance et leurs terres sont détruits ou pollués, ils perdent leurs moyens de subsistance, ils n'ont nulle part où aller. Et donc, c'est un gros problème en lien avec l'exploitation des minéraux de transition. Il n'y a pas de mécanisme efficace sur la responsabilité quand nos droits sont violés par les entreprises et même les États qui poursuivent et cela et ignorent nos droits. Dans tous les cas, cela veut dire que nous devons s'assurer que les communautés, spécialement celles qui ont des minéraux de transition dans leur territoire, il faut qu'elles soient conscientes de leurs droits sur leurs terres et leur territoire pour qu'ils puissent développer leur protocole sur comment le consentement libre préalable éclairé devrait être fait en lien avec eux pour qu'elles puissent s'engager avec les gouvernements et les entreprises pour s'assurer du respect de leurs droits et de leur bien-être. Donc, voici quelques-unes des étapes ou des pas que nous devons prendre. La première, c'est que s'assurer que les communautés doivent être conscientes de leurs droits et pour qu'elles
consolident et renforcent leurs institutions autochtones et leurs organisations et qu'elles développent les protocoles de consentement pour guider l'engagement, pour qu'elles puissent protéger leurs droits et utiliser cela comme un levier euh, pour dire que les gouvernements non seulement consultent, mais devraient aussi recevoir leur consentement avant toute activité d'exploitation minière, avant que toute activité d'exploitation minière ait lieu. Ce qui a lieu maintenant, c'est que le processus de consultation a seulement lieu une fois que les permis sont déjà distribués aux compagnies minières. Et donc, la partie préalable n'a pas été honorée. Normalement, cela devrait avoir lieu avant l'exploitation. Le partage d'informations objectives, y compris les impacts divers de l'exploitation minière, devraient être partagés déjà avant cela avec les communautés. Donc voici une partie des choses que les communautés peuvent maintenant utiliser sur la base des accords que toutes les compagnies qui sont impliquées dans la transition du juste doivent respecter leurs droits et doivent recevoir leur consentement. Merci, Joanne, pour cela. Nous allons revenir vers vous plus tard pour parler de ce qui a lieu en Asie, euh, en ligne, en lien avec ce que vous venez de décrire, avec le manque de respect pour ces processus. Mais allons maintenant de l'espace international pour parler un petit peu de ce qui a lieu maintenant. Brian Bixpool était dans la salle quand les accords ont été trouvés à COP et maintenant il est à Bonn et on va parler de à quoi ressemblent ces mécanismes. Donc, on va parler avec Brian maintenant pour voir ce qui se passe maintenant à Bonn. Il peut nous mettre à jour un petit peu. Brian, bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci de vous être échappé un petit peu des négociations à Bonn pour être avec nous aujourd'hui. Vous avez décrit deux pressions sur la transition aujourd'hui. C'est les énergies renouvelables pour l'action climatique et l'énergie renouvelable pour l'autonomie énergétique. Les deux sont intensifs en termes de minéraux et les deux et augmentent l'exploitation des terres autochtones. Alors, comment est-ce que cette pression s'est montrée dans les négociations de la COP30 et comment est-ce que le langage des minéraux de transition ne s'est pas retrouvé dans le texte final? Ça pourrait vraiment aider notre public pour comprendre euh, comment ces négociations fonctionnent et que parfois un seul gouvernement qui n'atteint pas le consensus, ça peut enlever certains du langage, une partie du langage. Alors, je viens de vous donner une salutation dans ma langue autochtone. Je fais partie d'un peuple du Guatemala autochtone et je fais partie aussi de la coalition Sturge. Nous sommes une plateforme qui soutient l'autodétermination des peuples autochtones et le besoin urgent d'implémenter le droit au consentement libre, préalable et éclairé dans la transition énergétique globale. Merci beaucoup pour la question. Comme elle vous a dit, je suis à Bonn où nous discutons actuellement la mise en œuvre ou l'opérationnalisation du mécanisme de transition juste. Et donc, j'aimerais répondre à votre première question, car bien sûr, nous avons vu le discours qui sort de Paris et de l'industrie au sujet de comment le déploiement des technologies renouvelables et l'électrification est important pour la transition juste, pour la mitigation dans l'industrie et pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Il y a certainement des pressions car l'électrification est vue comme la solution. Et bien entendu, je ne dis pas qu'elle n'est pas une des solutions, c'est clairement une des solutions pour mitiger les émissions, mais bien sûr, la façon dont elle est conduite est importante. Et c'est pour ça que nous faisons le plaidoyer dans cet espace pour s'assurer que ces actions de transition juste ne violent pas les droits des peuples autochtones. Et donc, euh, une grande partie du discours est menée par les partis et l'industrie et se focalise principalement sur augmenter l'échelle des énergies renouvelables, y compris euh, le, le stockage d'énergie, l'éolien, le solaire, exactement comme une solution. Et comme vous l'avez dit, ces solutions sont
intensive en termes de minerais. Et une autre chose qu'on devrait noter, c'est que les minéraux sont extrêmement localisés. Si nous pensons que le pétrole est localisé, car il l'est bien sûr dans certains pays, les minéraux sont encore plus localisés. Donc là, nous parlons du cobalt, par exemple. 70% du cobalt vient de la République démocratique du Congo. Si nous parlons, par exemple, du lithium, à peu près 50% de lithium vient du Chili et de l'Argentine. Donc, bien sûr, ces minéraux sont extrêmement localisés. Et donc, pourquoi est-ce que cela est important? Parce que cela modifie les dynamiques, le discours. euh, Pourquoi? Parce que si nous faisons face à une catastrophe climatique ou à l'insécurité énergétique, alors les droits des peuples autochtones deviennent des considérations éthiques dans ce discours, ou ils deviennent des impacts qui peuvent être mitigés et devraient être équilibrés contre d'autres objectifs économiques plus larges des pays. Donc c'est pour ça que c'est important. Et nous le sentons aussi dans mon propre pays, par exemple au Guatemala. Nous avons vu comment le prix du nickel ces derniers mois a augmenté de 5 000 $ par tonne, ce qui veut dire que c'est plus économiquement viable, même quand il y a des doutes sur le consentement, si le consentement a été obtenu, même s'il y a un risque de réputation, même s'il y a un risque légal à un projet, le prix euh, que le marché a donné a des implications sur si oui ou non le projet va de l'avant. Donc c'est le cas par exemple au Guatemala, nous avons une mine qui extrait du nickel qui s'appelle la mine du Phoenix Nickel. Et cette mine a eu sa licence révoquée il y a quelques années et maintenant ils ont un nouveau propriétaire et ils recommencent le projet à nouveau. Et je pense que cela montre bien le besoin que c'est un phénomène global et que les décisions qui sont prises ailleurs, par exemple dans des endroits comme Bonn ou à Belém, ont un impact sur les terres autochtones. Et donc voici la connexion et voici pourquoi nous sommes ici. Et j'aimerais juste souligner avant de passer au prochain point, c'est que si l'exploitation minière pour la sécurité énergétique et l'action climatique a lieu sans le consentement libre préalable éclairé, cela ne correspond pas à la justice, cela ne correspond pas à de l'action climatique, c'est de la violence, c'est de la colonisation. Et c'est pour ça que nous continuons de dire ici à Bonn que cela n'est pas de la justice et nous avons le droit de nous y opposer. Et c'est pour ça que nous plaidoyons dans ces espaces que le mécanisme de transition juste, en vrai, doit livrer des bénéfices tangibles aux communautés. Si le mécanisme de transition juste que nous voyons et par exemple dans le paragraphe 12i, mon paragraphe, John Carling a montré ce paragraphe parce que c'est vraiment très important. Nous voyons ce mécanisme comme l'espace pour opérationnaliser le paragraphe 12i. Et s'il ne livre pas des solutions tangibles, cela ne voudra dire pas grand-chose pour les peuples autochtones. Et qu'est-ce que demandent les peuples autochtones que fasse ce mécanisme? Il y a une série de demandes qui sont discutées. Comment est-ce que ces conversations avancent? Quelles sont les demandes concrètes? Est-ce que vous pouvez partager cela avec notre public? Oui, bien sûr. Alors, nous développons collectivement le caucus des peuples autochtones et le groupe sur la transition juste a développé une série de recommandations pour les partis pour qu'ils prennent en considération et opérationnalisent le paragraphe 12i et le paragraphe 18 aussi, qui est aussi un paragraphe très important car il reconnaît la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris, et aussi les principes directoires sur le business et les droits de l'homme comme outils qui peuvent guider les transitions justes. Et donc, ce que nous demandons en tant que constituants, c'est que le mécanisme, à travers ses fonctions, parce que le mécanisme aura des fonctions, il aura
un arrangement institutionnel, enfin, c'est ce que nous espérons et c'est ce que nous négocions à l'heure actuelle. Il y aura aussi des sorties ou des résultats et des modalités. Et donc, nous espérons pouvoir inclure la mise en œuvre du 12i et du 18 comme éléments transverses. Mais c'est important que ça ne soit pas juste des éléments transverses, mais que à un niveau principal, nous puissions rentrer dans les détails opérationnels du mécanisme. Donc, par exemple, une partie importante pour nous, c'est les lignes directrices politiques, parce que le mécanisme peut soutenir les partis à mettre en œuvre des stratégies nationales de transition juste au sein de leur propre pays, car nous devons dire que la transition juste aura lieu à un niveau national. Bien sûr, il y a des événements globaux qui impactent les minéraux de transition, qui impactent les terres des peuples autochtones, mais la transition juste aura lieu à un niveau national. Donc, comment est-ce que cette mise en œuvre, cela est mis en œuvre au niveau national? C'est important. Il y a des outils au sein des contributions nationales déterminées des Nations Unies, les plans d'adaptation nationaux et d'autres outils, bien sûr, que où nous devons nous assurer que la mise en œuvre du paragraphe 12i soit présente comme partie intégrante de la stratégie de transition juste. Et donc, c'est pour ça que nous plaidoyons dans les négociations que ces fonctions importantes restent au sein de ces documents. Il y a aussi un besoin de surveillance et d'évaluation. Il y aura un besoin d'évaluation de surveillance pour voir comment les pays incorporent le paragraphe 12i et le paragraphe 18. Et en même temps, pourquoi est-ce que je mentionne toujours le fait que ça soit à un niveau national? Cela est dû au fait que la transition juste, comme elle est comprise dans le système UNFCCC, est déterminée de façon nationale. Donc oui, nous pouvons faire des recommandations, nous pouvons faire des soumissions et nous pouvons participer aux négociations, mais au final, ces contributions sont volontaires. Les pays doivent les adopter, les incorporer, ils doivent avoir la volonté de faire cela. Et donc, nous devons avancer et si nous pouvons inclure ces éléments dans la négociation et nous réussissons à inclure ces éléments dans la négociation, dans les fonctions du mécanisme, et aussi continuer notre plaidoyer au niveau national. Et ce qui est important aussi, c'est que nous demandons de la participation institutionnalisée des peuples autochtones. Un des points principaux de convergence en ce moment est s'il devrait y avoir un corps constitutionnalisé avec un bras technique, un bras politique, ou est-ce qu'il devrait y avoir juste un corps de coordination ou un réseau? Bien sûr, nous voulons voir un corps constitué qui assure des sièges pour les peuples autochtones dans ce corps constitué pour que les peuples autochtones puissent participer et amener ces sujets, ces problématiques à la table des négociations. Car nous avons aussi de l'expertise. Une question technique, c'est comment nous allons mettre en œuvre le consentement libre préalable éclairé au sein de ces stratégies de transition juste. Donc, c'est une question importante. Et bien sûr, nous pourrions parler à longueur de journée sur les modalités, les résultats, les mécanismes, mais je ne veux pas prendre tout le temps, donc je vais m'arrêter là, mais nous partagerons aussi les positions des peuples autochtones sur comment le mécanisme devrait être opérationnalisé. Et ce que je dirais, c'est que cela ne diverge pas tellement de ce que disent la plupart des pays, mais bien sûr, il y a quelques pays qui n'ont pas les mêmes visions et c'est un processus qui est mené ou dirigé par les partis. Nous devons laisser se passer le débat. Oui, et juste une question de clarification, Brian, car nous avons parlé beaucoup du paragraphe 12i, mais nous n'avons pas trop mentionné le paragraphe 18. Pouvez-vous peut-être nous décrire un petit peu de quoi il s'agit pour qu'on comprenne comment ils se complémentent l'un et l'autre? Oui, alors c'est très important. Car le paragraphe 12i, comme je vous l'ai dit, est une révolution. Cela reconnaît nos droits à l'autodétermination et au consentement libre préalable et aux peuples autochtones qui sont en isolement volontaire. Et le paragraphe 18 est un complément
collecte tous les outils, tous ces processus qui peuvent guider la transition juste. Et nous avons eu du succès pour implémenter ça dans la COP30, dans la Déclaration des droits des peuples autochtones, dans les principes directeurs des droits de l'homme et des droits de business. Mon collègue a parlé des mécanismes de litige. C'est un élément basique des lignes directrices des droits de l'homme des Nations Unies. Et donc, nous pouvons demander cette mise en œuvre. Mais bien sûr, il y a des parties qui, jusqu'à ce jour, font des déclarations depuis la salle de négociation et demandent à ce que ces éléments importants ne soient pas considérés euh, à travers la mise en œuvre du mécanisme de transition juste. Ce qui vraiment souligne pourquoi nous devons être très activés pour s'assurer que 12i et 18, qui maintenant établissent une norme très importante, une à travers laquelle les gouvernements devraient conduire leur transition juste, est mise en œuvre et livre des bénéfices tangibles pour les communautés autochtones sur le terrain. Merci beaucoup, Brian. Et je pense que cela nous emmène à ce que Johan disait plus tôt, le travail qui est fait dans ces espaces additionnels pour s'assurer que ces droits sont respectés. Et comme vous l'avez dit, comment atteindre le niveau national avec ce processus de recommandation, et il faut qu'elle soit mise en œuvre après. Donc, c'est ça la question que nous avons. Je voulais maintenant voir si l'on pourrait aussi se souvenir en tant que public que tous ces accords arrivent par le biais du consensus. Et c'est pour ça que les négociations sont si longues, et c'est pour ça que les résultats ne sont parfois pas à quoi nous nous attendons, ou les pays qui participent s'y attendent, car il y a beaucoup de négociations. Parfois, un seul pays, un seul gouvernement peut vraiment empêcher que les choses aient lieu et empêcher que le langage soit inclus. Merci beaucoup, Brian. On va avancer maintenant on va revenir vers vous avec des questions du public plus tard, mais maintenant, on va passer la parole à Emmanuel Umpula Nkuba de AfriWatch. Il va nous aider à comprendre un petit peu plus sur ce qui est en train d'avoir lieu dans le RDC avec l'exploitation minière dans le Copper Belt. Emmanuel, donc bienvenue à ce groupe. Si vous pouvez, n'hésitez pas à allumer votre caméra. Voilà, je vous vois maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue, Emmanuel. Alors, Emmanuel est le fondateur et directeur exécutif de AfriWatch, basé à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et il a travaillé plus de 20 ans sur la gouvernance minière et les droits des communautés dans la Copper Belt de la RDC. Alors, Emmanuel, dites-nous un petit peu sur comment est-ce que le RDC valide la stratégie sur quelles sont les promesses qui restent dans les pays. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est quelle est la distance entre ce que ressentent quelle est la réalité dans le DRC. Merci. Je vais commencer par vous donner un peu plus de contexte. Je m'appelle Emmanuel Mpula. Je travaille avec AfroWatch International et aussi AfroWatch RDC. Revenons à la question sur Copper Belt. À RDC, on a beaucoup de minéraux critiques comme le cuivre, le lithium et les zinc. Et je dois dire que présentement, la production est énorme. Quand on parle de cuivre, on parle de 3 millions de tonnes. Si tu pourrais parler un peu plus fort, Emmanuel, pas de souci, pas de souci. Comme je vous disais, le, le RDC produit environ plus de
3 millions de cuivre, plus de 250 000 tonnes de cobalt. En 2026, le RDC a produit plus de 2 204 000 tonnes de zinc. Le RDC produit aussi du lithium. Il s'agit d'un des plus grands producteurs de lithium aussi. Donc, tout a commencé environ l'année 2000 et on a commencé la production et elle a baissé un peu. Et je dirais en 2001 et 2, le RDC a mis en place une nouvelle loi sur l'exploitation minière. Et quand on parle de la valeur de tout cela, la plupart de cette exploitation appartenait à des entreprises privées. Parce que à ce moment-là, le RTC ne se rendait pas compte de quel niveau d'exploitation on pourrait avoir et de profit économique. Par exemple, quand on parle de cobalt, on exporte le cobalt comme un matériel primaire, et maintenant c'est la Chine qui fait le raffinement de plus ou moins 80% du cobalt produit en RDC, le raffinage. Donc maintenant, le Congo essaye de revenir à être plus souverain dans son exploitation. Et il y a eu des discussions avec des politiciens sur le sujet pour faire le raffinage des minéraux au niveau national. Et quand on parle de la mise en œuvre de tout cela, il y a beaucoup d'écarts qui existent. Tout d'abord, on a un manque important de technologie. Donc, si on veut vraiment mettre en œuvre cette exploitation, ce raffinage des minéraux, on n'a pas la technologie. Donc, il faut la mettre en œuvre. Deuxièmement, on a un grand défi de énergie. La plupart des grandes entreprises minières disent ils n'ont pas assez d'énergie pour faire le processus d'exploitation et de raffinage. Donc voilà un autre grand défi à faire face. Et après, on doit bâtir tout l'écosystème nécessaire. Je ne suis pas un expert, mais dans le cas du cobalt, par exemple, pour ajouter de la valeur, il faut le faire au niveau local. Donc, il faut produire tous ces matériaux au niveau local. On ne peut pas le transporter si facilement. Donc, un grand défi pour nous, c'est que si le RDC veut le faire, il faut construire un écosystème au niveau national. Et bien sûr, on a aussi le défi financier. On n'a pas assez de financement pour ajouter de la valeur sur place. Donc, pour l'instant, le RDC a besoin de plus de financement pour avoir sa propre vision à long terme. Et il y a eu des discussions sur le sujet
avec les ministères et des parties prenantes, mais finalement, il n'y a personne qui est prête à investir de l'argent. Par exemple, on a parlé du centre congolais de batterie, mais finalement, comment on fait pour le mettre en œuvre? Donc, quel est l'écart entre les grandes idées et ce qui se passe dans les communautés? Oui. Donc, ce qui se passe présentement, c'est que, par exemple, par rapport à la consultation, là, on a un gros problème. Quand on parle de le respect des peuples autochtones et communautés locales, il y a le concept qui est connu, mais il n'est pas mis en place. Les communautés qui habitent dans ces territoires ne sont pas considérées comme vraiment de communautés locales ou des peuples autochtones. Donc, finalement, ils ne sont pas inclus dans le processus de dialogue par le ministère, par ces grandes entreprises. Donc, finalement, cette communauté ne font pas partie de ce processus de consultation libre, préalable, éclairée. Par exemple, dans le cas de Manono, là-bas, il y a des peuples autochtones, mais ils ne sont pas inclus dans le processus de consultation et de consentement libre, préalable et éclairé. En plus, le processus d'émission des licences pour l'exploitation, ces processus ne sont pas clairs. La plupart des fois, ces permis d'exploitation sont déjà issus d'une manière pas claire avant qu'il y ait un processus de consultation. Après, aussi, on a le grand défi de la pollution de l'eau, de l'air, de la terre. Il y a des grands problèmes de pollution dans toutes les zones où il y a de l'exploitation. On sait que les communautés dénoncent déjà la destruction des territoires à cause de cette pollution. Si on se promène dans cette zone où il y a de l'exploitation, on voit que les gens, ils meurent de faim parce qu'ils ne peuvent pas pousser leurs plantes et se nourrir parce que la terre est détériorée. Il y a d'autres problèmes que les communautés doivent faire face quand il y a de l'exploitation dans leur territoire. En outre, il y a le sujet de la distribution des bénéfices de ces exploitations. Par exemple, en 2018, il y a eu la modification du code sur l'exploitation de minéraux. On dit que ça a été une amélioration du code, mais même si cette loi a été améliorée et la mise en œuvre ne se fait pas en respectant cette loi. Et il y a aussi les intérêts des politiciens qui veulent pas que cette loi soit respectée. Donc aussi, quand les gens ils vont dans ces territoires pour faire de l'exploitation minière, ils ne pensent pas à long terme, c'est-à-dire qu'ils veulent arriver, exploiter le minéraux et partir. Donc,
cela implique qu'il n'y a pas du côté de ces grandes entreprises, il n'y a pas de l'investissement dans le développement social, dans l'éducation de la communauté. Donc finalement, les enfants, ils n'ont pas accès à une éducation et les gens, ils n'ont pas accès au système de santé. Donc il y a plusieurs défis que les communautés doivent faire face. Bien sûr, d'un autre côté, on a le grand problème de la pauvreté dans cette zone. Aussi, quand il y a de l'exploitation minière, il y a des grands bénéfices économiques, mais les communautés qui habitent dans ces territoires, elles continuent à être pauvres. Donc, on se pose la question, comment faire que la distribution de bénéfices soit vraiment équitable? Ce sont ces grandes entreprises qui font un profit, mais cet argent, elle part. Donc, comment s'assurer que on ait une distribution équitable? Ces grandes entreprises continuent à faire de l'argent et c'est pour cela que c'est essentiel de poser la question, comment on va vraiment ajouter de la valeur dans la vie des communautés et pas seulement dans la vie de ces propriétaires des grandes entreprises. Oui, exactement. Il faut avoir des mécanismes de protection de ces communautés qu'on protège leurs titres fonciers et que ce système ne bénéficie pas seulement ces grandes entreprises. Merci énormément, Emmanuel, pour ta présentation. On va passer de la Copper Belt et on va passer à Carlos Mamani Condori. Carlos est membre de la communauté Aymara et je trouve que c'est très intéressant le travail que Carlos fait. Il travaille sur le sujet des titres fonciers depuis des années. Carlos, on va te donner la parole. On voit que ta connexion Internet marche bien. Donc, j'aimerais te demander que tu racontes un peu plus sur la revendication sur le régime foncier coutumier en Bolivie. Comment ça a été ce travail de protection des communautés Aymara en Bolivie et comment vous avez réussi à avancer dans la protection des communautés et comment ça a été ton expérience de travailler avec des titres fonciers délivrés par la couronne espagnole afin d'affirmer la propriété territoriale Aymara sur des terres aujourd'hui ciblées par l'extraction du lithium. Merci. Merci, Paula. Merci aussi à Joanne, Carl et aussi à Emmanuel. Et merci à Brian aussi pour ses présentations. Présentement, il y a un grand intérêt sur les triangles du lithium qui se situent sur les montagnes des Andes et cela euh, est où le peuple Colia se situe qui habite en Argentine, en Chili et en Bolivie. Nous avons aussi le département de Puno où on a du lithium en roche. Et parce que dans l'autre cas, on a du lithium dans des champs de sel, du sel.
Jusqu'à présent, aucune communauté n'a a été inclus dans le processus de consentement libre, préalable et éclairé. En plus, ces communautés sont considérées comme des communautés qui n'ont aucun droit, aucun droit à la négociation et qui n'ont pas le droit de recevoir le bénéfice de ces exploitations. Et on considère non plus le- les effets négatifs dans leur territoire que l'exploitation minière a. Quand j'ai recommencé mon exploration dans ces textes qui parlent des titres fonciers délivrés par la couronne espagnole, quand j'ai commencé à regarder ces textes encore une fois, ces titres ont été issus à partir de 1580. C'est quand la couronne espagnole est arrivée à nos territoires, ils se sont appropriés du territoire, mais ils ont quand même respecté les communautés euh, autochtones. C'est pour cela qu'ils ont issu ces titres fonciers selon l'intention de la couronne à partir de 1581 dans le territoire américain. Et je l'imagine que c'était pareil pour le territoire en Philippines, qui faisait partie du territoire colonisé. Là, on commence à parler du concept de territoire en vente et composition. Et dans cette photo, on voit des autorités originaires de la Bolivie. Et ces personnes ont avec eux les titres fonciers. Donc, il y a eu pendant tout ce temps cette lutte pour la défense des territoires qui ont été livrés par la couronne, qui sont liés aux titres fonciers délivrés par la couronne. Et dans ces titres fonciers, ils ont établi les dimensions, les limites de ces territoires et le rituel de possession de la couronne, quand il arrivait au territoire, c'était d'enlever des plantes, bouger des roches. Et il y a toujours eu des abus du côté des colonnes espagnoles. Donc, à partir de 1581, les peuples autochtones ont dû acheter et réacheter ces territoires pour pouvoir rester libres. Et jusqu'à présent, en Bolivie, il y a ces titres fonciers qui sont encore valables. Comme il s'agit de titres fonciers très datés, parfois et on s'en sert pas parce que c'est difficile à lire ces documents. Et aussi, dans ces temps-là, la couronne espagnole disait que ce qui est dessous le territoire appartenait à la couronne, c'est-à-dire les minéraux. Sur cette photographe, on peut voir des images rupestres de l'art rupestre qui décrit des rituels de danse, un Iquito et un Pasto en Colombie, qu'on appelle cette danse le Yanaum. Donc, dans cette pièce d'art
rupestre. Cela a été trouvé dans un désert de sel. Et je vous montre cela parce que en 1974, il y a eu un parlement autochtone au Paraguay. Et dans la déclaration finale de cet événement, les participants ont dit que avec ou sans ces titres fonciers, les peuples autochtones sont les propriétaires de ces territoires parce qu'ils ont y vécu depuis des centaines d'années. Selon la constitution politique de l'État bolivien et selon les Nations unies, ces peuples ont été reconnus comme des peuples autochtones qui ont été les propriétaires finalement de ces territoires depuis des centaines d'années. Et cette photo est un témoignage de comment ces territoires ont été finalement de ces peuples autochtones. Dans la tradition espagnole, à cause des compromis qui existaient entre les autoritaires religieuses à Rome, et on voit dans cette photographe, cela a été trouvé dans le territoire entre en Bolivie. Et ici, on peut voir un peu une description de la relation entre l'État inca et le territoire. Donc, l'Empire inca a habité le territoire où finalement on appelle le triangle du lithium. En revenant au sujet des titres coloniaux, dans tout le processus, surtout à partir de 19e siècle, il y a eu une deuxième vague de colonisation dans tout le territoire et le but a été de mettre fin à la présence de peuples autochtones. Et, et il avait aussi l'objectif de priver, d'enlever le droit des peuples autochtones à euh, être propriétaires de leur territoire. Et cela a entamé la perte de ce droit. Donc un titre qui envoie une copie, qu'on voit sur la copie, où apparaît le titre du roi. Mais le plus important, c'était que ces titres, quand ils sont originaux, ils ont quelque chose en cire. Ils ont le tampon en cire. Et ici, ce qu'on voit, c'est l'authentification du, du tampon royal. Donc, c'est ça qui rend le document légal. Donc, ces titres ont été d'une partie conservés par les communautés, mais ils se conservent aussi dans les archives coloniales qui existent dans toutes les capitales où il y avait des audiences royales. Donc, il y avait l'audience de Charcas dans l'Archive nationale de Bolivie, qui est dans la ville de Sucre. Nous avons aussi l'archive dans la ville de Lima, l'Archive nationale du Pérou. On a pareil en Argentine, ou dans le cas des Philippines, il y avait aussi une audience, mais pour l'invasion japonaise et la Deuxième Guerre mondiale. On dirait, il semblerait que ces archives ont disparu, mais elles peuvent être, on peut consulter les documents en référence à la Philippine dans les archives du Mexique et aussi dans les archives de Séville. Donc c'est une tâche assez titanesque de chercher ces titres, parce que quand on va dans les archives, dans les catalogues, ils n'apparaissent pas comme des titres de telle ou telle communauté, ils apparaissent comme d'autres types de documents avec d'autres noms. Et donc, il faut avoir cette tâche de recherche. C'est comme rechercher une aiguille dans un champ de paille. Et donc, et donc,
il faut les chercher aussi avec le tampon royal, comme je vous ai dit. Et donc, tous les archives coloniaux des peuples qui ont souffert le colonialisme espagnol. Et pour revenir au cas bolivien, les terres communautaires qui ont été défendues, et spécialement le, le 18e et 19e siècle, ils ont été publiés avec ces titres. Et pourquoi c'est important? Parce que l'état actuel dit que les minéraux qui sont dans le sous-sol font partie du domaine de l'État. Maintenant, la loi dit cela. Mais quand la couronne d'Espagne a vendu ses territoires, elle a été payée en or et en argent pour ses titres, mais ces territoires, dans le cas du triangle du lithium, et incluait le salar de Uyuni. Donc, nous avons rencontré des titres de trois communautés, Santiago de Opoco, Olapampa et Coroma, dans le sud de Potosí, qui étaient les propriétaires de la moitié du salar de Uyuni. Et justement, les chefs des communautés doivent faire le rituel de la possession. Et ensuite, il existe des liens entre les communautés où les communautés ont la présence dans leur territoire. Et je vais terminer avec cela. L'exploitation des salins est dans la main des communautés. Son économie dépendait de l'exploitation des salins, des marais salins. Euh, Merci beaucoup pour ce partage de ce voyage incroyable dans lequel vous êtes pour investiguer et trouver ces titres fonciers des communautés, pour les communautés. J'ai d'autres questions pour vous, mais comme d'habitude, nous sommes en train de perdre, enfin, nous avons plus de temps, plus beaucoup de temps pour terminer ce webinaire. Je voulais retourner vers Joanne pour parler de l'Asie et ensuite on aura un dernier tour de questions avec tous les intervenants. Et je peux voir déjà dans le chat que beaucoup des questions qui viennent du public ont déjà été répondues. Donc, nous allons avoir peut-être un petit peu de temps pour parler avec tous les intervenants. Donc, Johan, bienvenue à nouveau. On va parler un petit peu de l'Asie et de ce qui a lieu sur le terrain. Oui, comme vous le savez, le nickel, qui est un minéraux critique, on peut le trouver en Indonésie et dans les Philippines. La source principale, c'est l'Indonésie et la deuxième source, c'est les Philippines. Et si on regarde ce qui se passe sur le terrain, par exemple, dans le Nord Maluku, où les peuples nord-manana font face à des menaces sévères de l'exploitation minière du nickel, l'industrie indonésienne du nickel est connectée à l'industrie des véhicules électriques. On en a besoin pour les batteries. Mais cette économie verte, soi-disant, détruit les territoires autochtones et les forêts. Par exemple, dans le Halmahera, il y a au moins 29 permis de mine qui couvrent plus de 186 000 hectares euh, qui chevauchent des territoires autochtones. La destruction des forêts, la pollution des rivières ont réduit l'espace de vie des Maniawa, y compris ceux qui vivent dans l'isolement volontaire. Rappelez-vous, dans l'accord, les personnes qui sont en isolement volontaire devraient être protégées, mais ce n'est pas le cas en Indonésie. Nous pouvons voir cela illustré par cet exemple. Et ils sont en train d'être déplacés. Donc la pire chose, c'est que la criminalisation a aussi suivi la résistance des communautés qui, leaders, ont été, euh, euh, amenés au tribunal pour protéger leurs terres contre l'expansion des minéraux. Quatre ont été une sentence de vie en prison et et deux ont reçu 20 ans une peine de 20 ans de prison. Et donc, nous voyons une intensification de la criminalisation des peuples autochtones qui reflète aussi la réalité plus large de où la protection des forêts est traitée comme un crime, alors que les entreprises minières opèrent avec le soutien de l'État, comme est le cas avec cette communauté pour Al Mayara. Le boom du nickel ne
ne fait pas avancer le développement pour le peuple. En vrai, elle menace leur vraie survie. Et c'est ça que nous voyons réellement sur le terrain. En plus de la destruction des forêts, cela amène de la criminalisation, de l'insécurité alimentaire, de la pollution des rivières et la destruction des plantes médicinales. Et cela affaiblit l'identité culturelle. Donc ça, c'est le cas de l'Indonésie. Et dans les Philippines, qui, comme je l'ai mentionné, est le deuxième plus grand producteur de nickel au monde, l'expansion rapide de l'industrie minière du nickel qui est euh, alimenté par la demande des batteries électriques impacte le domaine ancestral des peuples autochtones, particulièrement dans Pavuala, dans Zambales, Suricao et Zamboanga. Cela montre que l'activité minière à Palawan et dans la région du Caraga ont des processus non, ont évité le processus d'obtenir le consentement préalable. Et donc, communément, ce processus est manipulé. Il y a des allégations de corruption, d'expulsion, d'exclusion des leaders autochtones. Et donc, les activités minières ont mené à de la déforestation massive, de la pollution des rivières qui impacte négativement les moyens de subsistance, l'agriculture et la pêche artisanale. Donc, c'est très similaire à ce qui a lieu en Indonésie avec l'exploitation minière du nickel. Cela résulte de la dégradation économique, environnementale et de la santé. Il y a aussi la contamination des métaux lourds, des maladies respiratoires et de la peau, un accès réduit à de l'eau propre et aussi une perte de productivité agricole. À Zamboanga, les communautés autochtones se sont opposées plusieurs fois aux activités minières qui affectent leurs terres ancestrales et on cite les menaces à des sites sacrés, des bassins d'eau et des systèmes de gouvernance coutumiers. Donc, encore une fois, c'est un exemple que ce genre de projet menace des sites sacrés. Et il n'y a pas de façon de mitiger la destruction de sites sacrés. Donc, nous pouvons dire que, en synthèse, le problème de minéraux critiques au nom de la décarbonisation viole de façon systématique les droits des peuples autochtones et même augmente la criminalisation. Donc, c'est aussi pourquoi mon organisation, IPRIMA, regarde cette problématique de près car il y a vraiment une augmentation des attaques et de la criminalisation directement liée à la transition juste. Et c'est ce qui a lieu un peu partout, comme nous l'avons entendu aussi au RDC et en Bolivie. Exactement. C'est un problème commun à travers tous les territoires, dans beaucoup de territoires du monde. Et maintenant, j'aimerais amener tous les intervenants à cet espace pour que les quatre d'entre vous puissent participer. Emmanuel, Brian, Carlos, n'hésitez pas à allumer votre caméra pour répondre à quelques questions. Je vais avoir une question pour vous tous ensemble et ensuite vous pouvez prendre chacun son tour à répondre à la question. Et je pense qu'il y a encore quelques questions du public qui, euh, qui vous sont dirigées et qui n'ont pas encore reçu de réponse. Mais on va commencer avec une question. J'ai vu que Philippa a levé la main. Voulez-vous poser la question maintenant, Philippa, ou après? Non, je voulais juste dire par là qu'une des questions du chat, c'est au sujet de mécanismes légaux pour s'assurer de certaines choses dont vous avez parlé aujourd'hui, comme le mécanisme de transition juste ou d'autres mécanismes basés dans les Nations Unies ou internationaux. S'ils ne sont pas coercifs de façon légale, nous n'avons pas les mécanismes pour s'assurer qu'ils soient respectés. Quelles actions pouvons-nous prendre? On peut commencer, oui, avec cette question, car c'est une question commune qui a fait surface pendant cette conversation. Que faisons-nous si les mécanismes, si ce sont juste des recommandations, comment est-ce que nous faisons en sorte que ce soit coercitif de façon légale? Brian ou peut-être Joanne, qui veut répondre à la question? Moi, je viens de parler. Oui, je peux répondre à la question. Donc, par rapport aux mécanismes légaux,
Je voudrais juste clarifier que les mécanismes de transition juste ne sera pas un corps régulatoire ou il n'est pas construit de cette façon pour être un corps de réglementation. Ça peut devenir un espace où nous pouvons plaidoyer et apporter ces problématiques vers l'avant, une genre de haut-parleur en quelque sorte, et nous allons pouvoir continuer notre plaidoyer et faire avancer parler des défis et des risques qui sont posés par l'extraction des minéraux. Nous avons entendu de la part d'Emmanuel l'extraction du cuivre et les derniers chiffres montrent que dans les prochaines 20 années, l'humanité va avoir besoin de miner la même quantité de cuivre que nous avons miné dans toute notre histoire, à peu près 700 millions de tonnes métriques oui, de tonnes métriques de cuivre. Euh, ce que cela veut dire pour les terres des peuples autochtones, car ces minéraux sont localisés dans ces terres. Et c'est donc quelque chose qui nous préoccupe, qui devrait nous préoccuper, mais c'est un mécanisme pour produit qui devrait fournir de l'information, des conseils pour nous aider à voir comment est-ce que les terres autochtones sont mises en œuvre dans les stratégies de transition juste. Et bien sûr, comment nous continuons à lutter pour protéger les droits des peuples autochtones, cela doit être fait au niveau national. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la loi, nous avons besoin de la codification du consentement libre, préalable, éclairé dans les lois nationales pour s'assurer que ce consentement soit opérationnel, un mécanisme opérationnel où il n'y a pas juste de la consultation ou un processus qui ne mène pas au peuple autochtone qui décide s'ils permettent ou ne permettent pas que le développement ait lieu dans leurs terres. Et donc, nous devons lutter, car bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont lieu qui bloquent ou empêchent les peuples autochtones d'exercer leurs droits. Mais c'est un droit des peuples autochtones. Ce n'est pas quelque chose pour les gouvernements ou pour les entreprises de définir à quoi cela ressemble. Nous devons construire nos propres protocoles et les amener et nous assurer que cela soit codifié. C'est ça que je dirais. Merci, Brian. Je ne sais pas si Emmanuel ou Joanne veulent répondre à cette question. Oui, moi, je peux rajouter quelque chose. Personnellement, j'ai plaidoyé au niveau international, au niveau des Nations Unies, en essayant de recevoir des conseils et des lignes directrices à ce niveau. Mais je peux prendre l'exemple je ne me souviens pas du nom, mais je me souviens que nous avions plaidoyé pour cela et nous avons reçu quelque chose par rapport à la consultation. Mais la question, c'est quand vous travaillez à ce niveau et vous êtes loin des communautés, et aussi la question de la mise en œuvre au niveau national, c'est toujours un problème. Donc, je pense que la bonne chose, c'est comment nous intégrons dans la loi nationale. Ça, c'est le principe. Nous pouvons les faire respecter au niveau national et les mettre en œuvre. Donc, dans le cas du RDC, nous avons introduit les droits de consultation dans le code minier, mais aussi en partant de ça, même si vous avez ça dans le le code minier local ou national, il y a la question, mais bien sûr, de la mise en œuvre. Et cela amène à s'assurer que les juges ou les magistrats comprennent la loi. Et donc à Afrewa, par exemple, ce que nous faisons, nous avons mis en place un écosystème où nous travaillons avec les universités pour collecter les preuves et nous travaillons avec les avocats, nous parlons avec les firmes d'avocats, les cabinets d'avocats et nous travaillons main dans la main avec eux car elles doivent comprendre. Et nous avons aussi une école où nous formons des magistrats, nous formons des avocats parce que seuls
nous devons mettre en place un écosystème où les gens peuvent comprendre ces mécanismes, et ça peut être au niveau national ou international, mais ensuite, il faut s'assurer que les personnes au niveau, les comprennent au niveau national, spécialement les personnes qui doivent garantir le respect de ces lois. Ils doivent comprendre, car c'est une question d'argent. Et parfois, les avocats et les magistrats ne pensent pas que le code minier fait partie du système judiciaire, car ils savent qu'il y a beaucoup d'intérêts, il y a des intérêts des politiciens qui sont impliqués dans cette zone-là. Donc, nous devons les pousser pour dire que la loi minière, pour qu'ils considèrent cette loi comme toutes les autres. Et donc, il faut soutenir les communautés aussi. Les magistrats et et les avocats doivent être impliqués. Merci beaucoup, Emmanuel. Il nous reste 2 minutes dans cette réunion. Il y a tellement de choses dont on pourrait en continuer à parler, car c'est un sujet, bien sûr, qui nous intéresse tous. Mais j'ai une question que j'aimerais que vous la considériez. Beaucoup de personnes ici travaillent en politique ou dans le plaidoyer, le financement. Ils sont tous engagés pour ce sujet. Que peuvent-ils faire entre maintenant et la COP 31 pour aider à fermer ces écarts, à remplir ces lacunes? Et à part des mécanismes légaux, je vais mélanger un petit peu ma question avec la question de Mauricio. À part les mécanismes légaux, quel est l'étendue quel est l'espace pour les consommateurs globaux et les campagnes de pression? Et que peuvent faire les personnes qui travaillent dans ces secteurs, dans ces espaces, faire réellement entre maintenant et la COP 31 pour essayer de combler ces lacunes dont nous avons parlé aujourd'hui? Je passe la parole à Joanne. Des questions rapides et concises, s'il vous plaît. Oui, alors, premièrement, il faut soutenir les communautés pour défendre leur territoire, et ils ont besoin de soutien. Et aussi, il faut que les consommateurs de ces produits soient conscients. Par exemple, les batteries électroniques sont produites avec le sang des peuples autochtones. Il faudrait qu'il y ait cette connaissance-là euh, pour, euh, pour, pour que la chaîne d'approvisionnement euh, qui amène à la violation systémique des peuples autochtones. Donc, les consommateurs devraient être mis au courant qu'ils ne devraient pas acheter ces produits et même soutenir ce genre de demande qui cause plus d'inégalités, et aussi qui ne s'adresse pas au changement climatique. En fait, ce n'est pas une solution efficace au changement climatique. Et je pense que ça devrait être un discours clé. Il faut changer le discours, car nous sommes ceux, que nous sommes ceux qui faisons barrière au progrès, alors qu'en fait, nous sommes ceux qui protègent ce qui reste de la planète pour un changement pour se battre contre le changement climatique. Et il faut vraiment mettre les peuples autochtones comme solution du changement climatique plutôt que qu'ils soient une victime de cette approche d'entreprise habituelle. Cela ne va pas résoudre nos problèmes. Nous avons besoin de solidarité pour les défenseurs de première ligne. Nous avons besoin de changements politiques. Nous avons besoin de mise en œuvre des accords, et spécialement sur le foncier, le consentement libre préalable éclairé. Et nous avons besoin que le public demande au gouvernement et aux compagnies qu'elles fassent cela, que ce ne soit pas juste un engagement en mots, mais en action, en politique et de l'implémentation claire en pratique. Merci, Johan. Brian, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à cela? Je pourrais juste rajouter que il n'y a pas qu'une seule solution qui adresserait, à tous ces problèmes. Il n'y a pas juste une baguette magique. Nous devons utiliser tous les outils disponibles dans notre boîte à outils, et cela comprend bien sûr le pouvoir du consommateur bien informé, ce qui comprend aussi apporter de la responsabilité des entreprises vers l'avant, parce que il n'y a pas eu de période dans l'histoire où les entreprises ont été si vulnérables euh, à la rigorosité ou l'observation par le public. Donc, nous devons utiliser cette plateforme et cet élan que nous avons pour s'assurer que les personnes comprennent que si les minéraux de transition sont extraits sans le consentement libre préalable éclairé, cela n'est pas la justice. Cela n'est pas juste. Si les droits des peuples autochtones ne sont pas des considérations éthiques, elles ne sont pas des impacts à mitiger, mais
elles doivent être la base et doivent être une partie centrale de la transition. C'est de respecter les droits des peuples autochtones. Et le mécanisme doit faire cela, doit apporter des bénéfices tangibles pour les communautés. Merci beaucoup, Emmanuel. Et je vais aussi demander à Carlos des mots finaux. Je ne sais pas si Carlos, vous nous entendez, on ne vous voit pas sur la caméra. Mais un dernier mot, Emmanuel. Oui, je rajouterai juste, je suis d'accord avec Brian. Je pense que nous n'avons pas un mécanisme unique à utiliser. Nous devons nous assurer que nous les essayons tous. Cela va dépendre de chaque cas. Si on peut avoir une solution au niveau local, c'est bien, ou au niveau national aussi. Et sinon, si vous n'êtes pas satisfait de cela, vous pouvez aller au niveau international. Et vous pouvez ensuite choisir. Il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser, les Nations Unies, l'OCDE, mais vous pouvez aussi essayer d'utiliser la justice nationale pour certains cas. Nous avons essayé d'utiliser dans le passé ces moyens-là. Mais pour terminer ou clôturer mon intervention, je recommanderais d'utiliser les mécanismes nationaux. Nous devons nous assurer que ces principes à l'échelle internationale soient intégrés au niveau national, ce qui donnera plus de pouvoir aux ONG pour livrer la justice aux communautés vis-à-vis de l'extraction minière. Merci beaucoup. Carlos, je ne sais pas si vous nous entendez, mais je vais clôturer le webinaire parce que nous avons dépassé l'heure. Ah, Carlos, vous êtes là? Carlos, est-ce que vous avez un dernier mot, une recommandation pour le public? Oui, le travail que je suis en train de faire pour que la consultation soit réellement efficace et pour qu'il soit respecté, l'instrument le plus puissant, ce sont les titres. Dans le cas des anciennes colonies espagnoles, ce sont les titres qui ont été donnés par la couronne espagnole, dans laquelle la couronne reconnaît le droit au territoire. Dans le cas bolivien, l'État bolivien, au commencement du XXe siècle, a reconnu ces titres. Donc, personne ne peut rentrer dans un territoire sans demander la permission et personne ne peut exploiter les ressources sans le consentement de ses propriétaires. Donc, pour moi, c'est ça l'instrument le plus efficace. Et nos frères qui vont aux séances de la COP, etc., les ONG, comme l'a dit Emmanuel, elles devraient prendre en compte ces instruments que les États coloniaux et ensuite les États nationaux ont reconnus euh, pour le peuple tout. Merci beaucoup, Carlos. Donc, nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si vous avez loupé quelque chose. Vous allez tous recevoir l'enregistrement du webinaire. Nous produisons aussi des matériaux multilingues. Nous avons un podcast qui ressort de ce webinaire. Et si vous êtes encore avec nous et que vous n'avez pas quitté la salle, s'il vous plaît, remplissez ce sondage très court que Philippe a partagé dans le chat. Cela nous aide vraiment à faire passer en revue le contenu des webinaires. Notre prochain webinaire sera le 30 juillet. Le lien d'enregistrement est aussi dans le chat. Et donc, nous voulons vraiment remercier tous nos intervenants, Brian, Emmanuel, Carlos, Johan, tous mes collègues, l'équipe de Tinta qui nous soutient notre séance et à tous ceux qui ont participé aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup pour le temps passé ensemble aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde. Et nous espérons vous voir dans le prochain webinaire le 30 juillet. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, vous soyez. Au revoir.